et bienvenue au podcast Confessions de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Nancy Audet. Salut Nancy. Allô les filles! Salut, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Ben, si on pouvait pas passer à côté, c'était clair qu'il fallait qu'on te reçoive un jour. Fait que ça va être toi qui va starter notre saison 2. Oui, bien surtout que je suis, je pense, votre plus grande fan. Je vous écoute tout le temps. Donc, j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, c'était un honneur pour moi d'être invitée à mon tour. Nice. Fait que Mm. je l'ai commencé un peu, que tu te présentes brièvement, grosso modo, c'est quoi tes projets? Parce que toi aussi, un peu comme Jade, tu as comme plusieurs chapeaux, fait que je serais intéressée à entendre parler de dans quoi tu travailles, etc. Ouais. Ben, moi, je suis journaliste depuis 18 ans. Ça ne me rajeunit pas. J'ai travaillé pendant 17 ans dans les salles de nouvelles, donc à Radio-Canada, à TVA. Et il y a à peu près un an et demi, j'ai décidé de quitter les salles de nouvelles parce que c'est un travail vraiment exigeant. Euh, Tu travailles presque 24 heures sur 24 dans le sens que quand tu n'es pas dans la salle des nouvelles, tu penses à ta nouvelle du lendemain. Tu n'as pas vraiment d'espace mental et tu n'as pas vraiment d'espace non plus pour t'investir socialement ou avoir une vie épanouie à l'extérieur de ton travail. Et j'ai décidé, comme vous le savez, de m'impliquer beaucoup auprès des enfants de la DPJ et des ex-placés parce que je suis une ex-placée. Et donc, il y a à peu près un an et demi, j'ai publié un livre, Plus jamais la honte, sur mon parcours. J'ai aussi commencé à donner des conférences. Je suis chroniqueuse dans 2 émissions de télé parallèlement à ça et je suis marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Donc, tu as raison, là, j'ai beaucoup de chapeaux, je fais beaucoup de choses, mais je me sens plus épanouie que jamais. Les gens me demandent souvent si je m'ennuie de mon ancien travail à la télé, au quotidien, puis ça me fait toujours sourire parce que dans le fond, même si c'était un grand rêve pour moi d'être journaliste, je ne me suis jamais autant sentie sur mon X qu'en ce moment. J'ai vraiment l'impression que je suis sur la bonne voie puis que je suis à la bonne place. Même si je ne fais plus de la télé au quotidien, là, puis c'est bien prestigieux, là, être journaliste, là, puis faire de la télé tous les jours. Là, les gens pensent que c'est bien important comme job, mais entre vous et moi, c'est en tout cas dans mon cœur à moi, dans mon esprit à moi, c'est plus important ce que je fais maintenant dans la vie que ce que je faisais avant. Mais si je peux me permettre, ça t'a permis, ton métier de journaliste sportive aussi, ça t'a permis de rencontrer quand même plusieurs vedettes, des athlètes que tu as longtemps aussi eu comme coup de cœur ou comme inspiration, parce que tu nous en parles souvent que le sport, c'est quelque chose de très, très important pour toi. Puis je pense qu'on va y revenir au cours de la discussion certainement. Mais tu portes aussi le chapeau d'ambassadrice pour Grand Frère, Grande Sœur également aussi, qui est un nouveau projet qui a vu naître grâce à plusieurs volontés de plein de gens. Donc, Oui, ça, c'est un autre beau gros projet également. Fait qu'effectivement, tu portes beaucoup de chapeaux. Puis c'est tout en ton honneur avec un prochain livre qui s'en vient aussi. ouais, il s'appelle Tous Courage. En fait, je cherchais une façon de parler des jeunes de la DPJ. J'avais envie de leur donner une voix aussi. Pour moi, c'est toujours mon numéro un. Parler d'eux le plus possible, mais leur donner une voix surtout. J'ai été, comme tout le monde, très affectée, très touchée par le décès de la fillette de Granby. Et j'ai décidé de lui dédier ce livre-là. Et comme on n'a pas le droit, même dans la mort, de donner son vrai nom, j'ai décidé de l'appeler Courage parce que pour moi, cette petite fille-là, c'est une petite fille extrêmement courageuse. Et donc, de là, le titre, il n'y a pas personne qui sait pourquoi mon livre s'appelle Il s'appelle Tous Courage. Mais c'est vraiment un hommage à cette petite fille-là qui occupe une place vraiment importante dans mon cœur, même si je ne l'ai jamais rencontrée. J'aime cette petite fille-là. Puis, mon rêve suprême, c'est de lui rendre sa dignité en faisant ma petite part à moi, ma petite goutte à moi pour faire changer les choses. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment
C'est ça qui vient nous chercher quand on donne une voix aux jeunes. C'est le sentiment d'utilité qu'on a, la plateforme qu'on leur donne. Parce que souvent, dans le placement, ça revient dans les témoignages, c'est que les intervenants, les gens qui sont alentour d'eux, souvent, on les écoute pas. Ça rajoute des couches au trauma qu'on peut vivre. Fait que de donner une importance, justement, à leurs histoires personnelles, puis, tu sais, aussi, souvent, on se plaint de qu'est-ce qui peut arriver dans le placement, puis on a l'impression que souvent, on dit, ben telle affaire, tel service que j'ai, ben ça, il y a de quoi de pas correct, on pogne un mur. Fait que, tu sais, ces plateformes-là, ça peut leur donner, eux aussi, un sentiment d'utilité. Mais je l'espère du fond de mon cœur. Je parle dans le livre d'Olivier, qui est un ex-placé. C'est un jeune homme que j'admire vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment courageux qu'il témoigne dans mon livre parce qu'Olivier, son histoire, elle est vraiment troublante, pour ne pas dire choquante, là. Il a vraiment vécu de la maltraitance très grave, Olivier. Et puis, quand je lui ai envoyé le chapitre, parce que c'était important pour moi qu'il approuve chaque mot que j'avais écrit, parce que c'est son histoire à lui. Et s'il m'avait dit qu'un mot ne faisait pas son affaire, je l'aurais enlevé. Et quand Olivier m'a répondu, il m'a dit que ce chapitre-là de mon livre, ça valait tout l'or du monde pour lui. Ça valait tout. Puis j'ai tellement pleuré, les filles, parce que, tu sais, c'est la plus belle chose qu'on peut pas me dire. Tu sais, je veux parler de leur histoire. Je veux que les gens les entendent. Je veux qu'ils comprennent comment c'est souffrant, comment ça laisse des traces, mais tellement profondes dans la vie des enfants, dans la vie de ces jeunes-là qui sont dans le système. Puis pas juste ce qui leur est arrivé pour rentrer dans le système, c'est ce qui se passe aussi pendant le placement, qui des fois est extrêmement difficile pour eux. Donc, si je peux encore là, comme vous, tu sais, on a le désir qu'on les entende plus, parce que chaque fois que je côtoie des jeunes, à chaque fois qu'ils me parlent, je suis ébahie par leur intelligence, par leurs idées, par leur force de caractère. C'est des êtres humains tellement attachants qui ont beaucoup à nous apprendre. Puis je trouve ça malheureux qu'on se prive de leur apport, tu sais, qu'on se prive de ce qu'ils ont à nous apporter en les gardant toujours cachés. Il faut qu'on trouve une façon de ramener ces jeunes-là dans la communauté. Il faut qu'on trouve une façon de les ramener dans nos médias, tu sais. J'ai tourné un documentaire l'année passée qui s'appelait Génération COVID sur l'impact de la pandémie pour les enfants puis les adolescents. Puis dans nos tournages, on est arrivé dans une maison de jeunes, puis parmi tous les jeunes qu'il y avait là, qui ont été extraordinaires par ailleurs, là, il y avait un placé, un jeune garçon qui avait tellement envie de participer au documentaire, puis il y avait quelque chose de précieux à nous transmettre. Parce que la pandémie pour les enfants placés, c'est pas la même chose. Est-ce que vous les avez entendus, vous autres? Est-ce Ben, qu'on dans le les fond, a entendus? ils ont vécu tellement de l'isolement que Mais c'est On fou a ce qu'ils ont essayé. vécu. Tu comprends, ouais, On c'est a Jessica? ça. essayé. On a Tu essayé. sais? Il Et y a eu puis, des recherches qui ont été faites un peu avec nous à la crevage, tu sais, avec la chaire Réseau Jeunesse et Martin. Mais, tu sais, c'est difficile parce que le système est tellement fermé qu'on ne peut pas avoir accès à ces jeunes-là. C'est tellement difficile d'avoir accès. Avec la pandémie, on dirait que ça a amplifié tout cet enjeu-là d'accessibilité aux jeunes. La méfiance aussi que le système a envers les gens de l'extérieur parfois, puis de dire, ben là, si les jeunes prennent parole, on veut pas que ça finisse en émeute ou on veut pas une rébellion. Ou, tu sais, il y a aussi une forme de culture qui veulent être gardée sous clos. Fait que, il y a tellement d'enjeux. c'est une autre forme de violence, tu sais. Empêcher Ouais. ces jeunes-là de parler, de les priver de leur voix, c'est violent. Il n'y a pas personne qui mérite ça. Mais tu sais, ce jeune-là,
ben, on l'a empêché de participer au documentaire. Puis de le voir en marge du tournage, assis dans un coin, qu'on ne peut pas le montrer à la caméra, ça m'a tellement fait mal. Les filles, c'est comme lui donner une autre gifle de plus, tu sais. Il n'y avait pas besoin de ça, lui. Puis on s'est privé d'une voix. On s'est privé encore une fois d'une voix importante. Mais c'est toujours comme ça. Donc, c'est à nous de continuer à pousser encore. Puis on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on va réussir à franchir des pas de plus. Si on n'a pas espoir, qui va en avoir? Donc, c'est ça. J'espère un changement. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a parlé de la légende du colibri. Puis, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis, la légende du colibri, c'est un petit colibri qui habite en forêt. Puis, à un moment donné, il y a un gros feu de forêt. Puis là, le petit colibri, il ne sait pas quoi faire, il est paniqué. Fait qu'il va chercher une petite goutte d'eau, puis il l'apporte pour éteindre le feu. Puis une autre goutte d'eau, puis là, tout le monde, les autres animaux le regardent en voulant dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Avec ta petite goutte d'eau, tu ne feras rien. » Bien, nous autres, j'ai l'impression qu'on est toutes des colibris. On est tous et toutes des colibris. Puis chacun de notre façon, on essaie d'apporter notre petite goutte pour éteindre le feu. Mais le colibri, à un moment donné, il a dit aux gens, bien, peut-être aux autres animaux, pardon, il dit, si on est 1 million de colibris, peut-être qu'on va finir par l'éteindre le feu. Fait que je me dis, continuons, plus on va être nombreux, puis peut-être qu'on ira chercher des pélicans à un moment donné, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup inspiré, ça. C'est fou, mais parce que moi, comme vous autres, des fois, on a l'impression qu'on a un petit colibri, puis que dans le fond, on y va, puis qu'on ne peut pas avoir d'impact, mais peut-être que si on se met tous ensemble, on va arriver à quelque chose pour eux. Mais tu sais, quelque part, juste nous autres, des fois, j'entends, j'ai des feedbacks d'intervenants, surtout PQJ, là, qui écoutent notre podcast. Fait que, tu sais, juste ça, là, moi, ça me donne espoir. C'est comme s'il y avait un pélican qui venait de rentrer dans la place. T'as bien raison. Fait que faisons rentrer les pélicans, puis tout ce qu'on peut. Puis un jour, les filles, je ne peux pas croire qu'on ne va pas arriver à un changement de culture. Je vois trop de gens qui sont en train de se mobiliser en ce moment, puis moi, ça me donne espoir. En fait, c'est pas mal mon plus grand espoir en ce moment, c'est de voir la mobilisation des gens du milieu. Des gens comme vous autres, les filles, qui poussez, puis poussez encore. Puis, je suis certaine que vous avez des moments de découragement, mais vous ne baissez pas les bras. Puis ça, c'est vraiment inspirant. J'aime bien ton histoire du colibri parce que ça nous ramène aussi à la responsabilité collective, tu sais, que c'est pas juste à nous, les colibris, qui sont peut-être plus petits ou plus vulnérables à transporter tout ça, tu sais, c'est vraiment à d'autres qui sont plus gros aussi, tu sais, comme les pélicans ou comme d'autres animaux, tu sais, une baleine, à la limite, ça vole pas, mais bon, elle en a-tu de l'eau? Puis, tu sais, qu'elle puisse nous emmener ce qu'on a de besoin, je pense que c'est ça qu'on lance aussi comme message, que c'est une responsabilité collective, on l'a souvent répété. Je trouve ça, moi aussi, inspirant de voir la mobilisation. Puis j'espère qu'on va avoir un leadership fort. Puis je pense que c'est ça qu'on est en train de créer aussi, là, avec une coalition peut-être, qui sait qui s'en vient aussi. Donc, plein de choses qui bougent. Oui, je le sens aussi. C'est pour ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon qu'on est en train de courir, puis peut-être même un ultra-marathon. Mais on va, un jour, on va franchir la ligne d'arrivée, Jessica. Exact. On va peut-être être des petites vieilles. C'est 40 kilomètres un marathon? Oui, c'est ça. Ça fait 40 ans que la DPJ existe, on en a peut-être encore pour 40 ans. Ouais, Oh, j'espère que non, j'espère que ça va être plus court que ça. On va prendre un demi-marathon, s'il te plaît. c'est ça. Ouais. Fait que je voulais savoir, dans le fond, par rapport à ton histoire personnelle, ta dynamique familiale, avant que tu sois placée, ça ressemblait à quoi? C'était un milieu très violent. En fait, je viens d'un père bûcheron qui n'était jamais à la maison, qui partait toujours à la semaine. Partait le lundi matin pour revenir le vendredi soir. Puis quand il revenait à la fin de semaine, mais je le voyais pratiquement jamais. Donc, avec une mère qui était souvent seule avec nous. Chez nous, on n'avait pas, tu sais, on n'était pas politisés, on n'était pas
Parlait pas d'actualité, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas ça du tout le contexte familial. Fait que c'est bien étonnant que je sois devenue journaliste, là. Et que j'ai pu faire des études supérieures. Donc, un contexte où je vivais constamment dans la peur. Tu sais, quand je pense à mon enfance, c'est ça, c'est la peur au ventre tout le temps. Le fait de me sentir comme une très mauvaise enfant, jamais adéquate, jamais suffisante. Peu importe ce que je faisais, c'était jamais correct. Donc, violence physique, violence corporelle, violence psychologique, beaucoup. Mon seul réconfort, c'était mon petit chien. J'avais un petit épagnol, Miquette, puis je l'aimais tellement, Miquette, là. Elle aussi, elle m'aimait beaucoup, elle était tout le temps avec moi, puis à chaque fois que je revenais de l'école, là, elle courait vers moi, puis un jour, je suis rentrée de l'école, puis je la cherchais partout, puis elle était pas là, fait que j'ai demandé à ma mère, elle était où, Miquette? Puis elle m'a dit qu'elle était allée la débarquer dans un fond de rang, qu'elle était tannée de voir ce chien-là. Fait que je me souviens que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ça peut sembler rien, mais moi, ce chien-là, à ce moment-là de ma vie, c'était toute ma vie, justement. C'était ma seule source de réconfort. Fait qu'elle m'a enlevé ma seule source de réconfort. Le seul petit être humain, c'était pas un être humain, le seul être vivant qui m'aimait dans mon environnement, elle me l'a enlevé. Fait que pendant des jours et des jours, je me suis promenée en vélo là, dans mon village, puis je demandais à tout le monde, avez-vous vu un petit chien noir? Puis je la décrivais. Je l'ai tellement cherché longtemps, Miquette, là. Puis pleurer, là, toutes les larmes de mon corps. Puis, tu sais, regarde, j'ai 45 ans, puis je vous en parle encore de ce chien-là, mais c'est juste pour dire que c'était juste ça, ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, très étouffant. Aucune confiance en moi, évidemment, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de comportement à l'école, très agressive, je me battais constamment, je me faisais mettre à la porte toujours. Tu sais, la petite Odette, c'était la petite fille qu'on n'invitait pas aux fêtes d'amis, là, parce que la petite Odette, c'était un enfant problème. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est difficile de voir, tu sais, tous les amis qui parlent de leur fête la fin de semaine, puis que tu étais la seule à ne pas avoir été invitée, là, tu sais. Fait que c'est la stigmatisation, c'est l'exclusion tout le temps. C'est la violence que tu vis à la maison, mais à un moment donné, ça se transporte dans tous tes milieux de vie. C'est ça qui est lourd pour le petit enfant, là, tu sais. Pour nous situer un peu, c'était dans quelles années que ça se passait? 70, 80? Ouais, 70. Moi, je suis née en 76. Donc, 70 jusqu'à quand même mon adolescence, là. J'ai eu un premier placement à 9 ans, donc en 85. Euh, donc, c'est dans cette période-là, ça a été une période très difficile. Le placement, l'après-placement aussi, là, le retour dans le foyer biologique, là, ça a été pire, je pense, que ce que j'avais vécu avant le placement, parce que j'ai payé la totale là, pour avoir été placée. C'était de ma faute si j'avais été placée, dans le fond. Fait que j'ai dû subir des représailles par rapport à mon premier placement. Donc, puis ça s'est terminé quand c'est ça, j'ai eu un deuxième placement à 15 ans. Puis après, je suis partie. C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as été placée la première fois? Il y a eu un signalement anonyme. J'ai jamais su c'est qui. On a été convoqués dans les bureaux de la DPJ. Moi, je ne savais pas que c'était ça, honnêtement, là. Il y avait une certaine tension dans l'auto avec ma mère en partant. C'était à une trentaine de minutes. Moi, j'habitais dans un village près de la première grande ville qui est Amos, en Abitibi-Témiscamingue. On est arrivé devant ce grand bâtiment-là où sont situés les bureaux de la DPJ, mais je ne savais pas où j'allais. Donc, c'est en rentrant dans les bureaux, les travailleurs sociaux se sont présentés, puis rapidement, elles ont expliqué un peu la situation, puis elles nous ont dit qu'elles voulaient comprendre ce qui se passait, parce qu'elles étaient inquiètes, elles avaient reçu un signalement, puis tout ça. Et puis, ma mère, elle s'est levée tout de suite, puis elle a dit, ah, de toute façon, gardez-la, j'en veux plus de cet enfant-là. Tu sais, si je ne suis pas une bonne mère, gardez-la. Puis elle est sortie, puis je me souviens que je courais dans le corridor, puis je pleurais, maman. Puis elle m'a juste dit, retourne. Elle dit, moi, je ne suis plus ta mère. Eux autres, ils vont t'en trouver une autre. Fait que va-t'en. Fait que j'ai eu un placement d'urgence dans ce contexte-là. Chez une femme qui s'appelait Rose Aimée, qui a accueilli des dizaines d'enfants de la DPJ. Et une femme que j'aime beaucoup, 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 qui a accueilli une petite fille qui était
ben maganée. Mais qui m'a tout de suite fait sentir en sécurité. Et ça, c'est quand je pense à Rosemée, je pense tout de suite sécurité. C'est le sentiment que j'ai ressenti rapidement dans sa maison, puis c'est pas un sentiment que je ressentais là, avant. Là. Donc, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver quand j'étais dans cette maison-là. Tu sais, je savais qu'elle n'allait pas me frapper. Elle était douce avec moi. Je mangeais toujours à ma faim. J'étais traitée comme les autres enfants dans la maison. Et ça, c'était nouveau pour moi. J'ai vu c'était quoi être traitée de façon équitable. C'est assez incroyable, là, comment ça fait du bien. Puis bon, malheureusement, mon placement n'a pas duré très longtemps, là. On m'a retourné dans mon foyer biologique et le retour a été très brutal, très difficile. C'est Donc, quoi les raisons qui ont décidé de te sortir de ce milieu-là? en fait, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre, hein, parce que j'aurais pas dû retourner là. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis pas passée devant le juge. Donc, moi, mon père a fait beaucoup, beaucoup de pression pour que je retourne à la maison, puisqu'on habitait dans un petit village de 400 habitants, puis tout le monde demandait, mais est où Nancy? Tu sais, parce que mes parents n'avaient pas deux enfants, il y en avait trois. Puis mon oncle habitait à la maison à côté, puis mon grand-père paternel, l'autre maison à côté, puis j'étais toujours rendue là. Donc, mon grand-père paternel a mis beaucoup, beaucoup de pression à mon père pour qu'il revienne me chercher. Il trouvait ça inacceptable que je sois placée, même s'il savait pourquoi, même s'il était bien conscient que je subissais de la violence à la maison. Pour lui, dans sa génération, tu ne places pas un enfant comme ça dans une autre famille. Fait que mon père, il a rencontré les travailleuses sociales, il a fait beaucoup de pression, puis il les a convaincus que tout allait bien aller, que ça allait se replacer. Il a vraiment diminué l'ampleur du problème, puis il a dit que c'était vraiment pas si pire que ça. Il a menti beaucoup. T'sais, il sait aujourd'hui, il regrette énormément d'avoir fait ça. C'était aussi pour éviter le jugement des autres. Donc, il les a convaincus. Puis c'est comme ça que il y a eu un appel dans ma famille d'accueil pour dire, ben, on va retourner chercher Nancy demain. On m'a demandé de préparer mon petit sac en plastique, de mettre mes vêtements demain, le lendemain, puis que mon père s'en venait me chercher. C'est comme ça que je suis retournée. Puis tes parents, ils vivaient ensemble aussi. À ce moment-là, mes parents vivaient ensemble. Mais mon père partait à la semaine, tu sais, puis de C'est toute ça. façon, il m'a vue avec des blessures là, assez souvent, là, dont une fois où il a été obligé de me transporter d'urgence à l'hôpital. Là, j'avais une violente commotion cérébrale, là, puis j'avais le front tellement enflé qu'on aurait dû un ballon de football. Là. J'étais vraiment en très, très piteux état. Puis, tu sais, les médecins avaient posé beaucoup de questions, puis les médecins voulaient appeler la police, puis mon père avait réussi à raconter... c'est ça, une drôle d'histoire pour éviter que ça arrive, là, encore là. Puis, mais tu sais, donc, il était bien conscient, là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait Il pas de... protégeait sa Hein? femme Mais d'une je pense certaine que, manière. oui, la peur, je pense, tu sais, la peur, c'est pas, tu sais, c'est pas, comme je vous dis, c'est deux personnes qui venaient de contextes différents, mais difficiles, pas beaucoup d'éducation. Je pense que mon père avait surtout peur de mal paraître. C'était beaucoup chez nous les apparences. Donc, lui, il voulait absolument me ramener. Puis finalement, mes parents ont divorcé quelques années plus tard. Puis ça n'a pas été plus facile, t'sais, parce que mon père ne pouvait pas nous prendre, parce que c'est ça. Donc, j'ai habité avec ma mère, puis là, ça a été catastrophique, là, complètement. Fait que c'est là, moi, j'ai fugué à 15 ans, et puis on m'a emmenée en centre de réadaptation après ma fugue. Et j'ai demandé à ma travailleuse sociale de rappeler Rosemée pour voir si elle allait accepter de me reprendre. Je ne savais pas si elle allait se rappeler de moi, puis tant mieux pour moi. Là. Rosemée, elle se rappelait de moi, puis elle a accepté de me reprendre. Fait que, elle m'a repris, puis ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec elle. Puis après ça, je suis partie. Je ne suis plus jamais retournée vivre avec ma mère après ça. Là. Ta mère puis ton père, vu qu'ils étaient beaucoup axés sur les apparences, ça devait être impensable pour eux d'aller chercher de l'aide au CLSC pour essayer de voir comment ça se fait qu'ils étaient agressifs comme ça envers toi, tu sais. Eh non, c'était impensable. Eh non, c'est pour ça, mais les travailleuses sociales, je pense que c'est surtout ça qu'elles avaient envie de nous apporter. C'était un soutien pour voir, peux-tu faire quelque chose? C'est quoi le problème à la maison? Tu sais? D'ailleurs, il y a eu quelques visites après ça de travailleuses sociales à la maison, mais ça a absolument rien donné. Là. Quand il n'y a pas de collaboration, quand il n'y a pas de désir de changer, quand il n'y a pas de remise en question,
c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Mais tu sais, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, tu sais, moi, ma mère a subi de la maltraitance. Puis malheureusement, elle n'a pas été capable de briser le cycle. Elle aussi, elle a vécu des choses vraiment, vraiment difficiles dans son enfance puis dans son adolescence. Elle a été abusée sexuellement, notamment par un membre de la famille. Puis, elle a vraiment eu une vie difficile. Puis, je comprends ça aujourd'hui. Qu'elle aussi, ça n'a pas été facile pour elle. Fait que j'ai appris avec le temps à pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire renouer puis avoir des relations avec cette personne-là. Je ne ressens plus du tout le besoin d'avoir de relations avec elle. Elle n'a pas changé, là. Elle n'a pas eu aucune remise en question. Elle est beaucoup dans la colère, dans la rancune. C'est très négatif. Moi, je ne veux plus ça dans ma vie. Moi, je veux être heureuse, je veux être bien. Fait que j'ai pardonné, mais j'ai décidé de couper les ponts, puis je suis vraiment en paix avec cette décision-là. J'ai l'impression aussi que ces parents-là, tu sais, qui sont très, on pourrait dire, psychorigides, le gros défaut qui va se passer souvent, c'est qu'ils vont projeter leurs défauts sur leur enfant. Fait que ce qu'ils vont voir sur leur enfant, ils vont voir une partie d'eux qu'ils n'aiment pas, au lieu de voir l'enfant pour ce qui est réellement. Puis c'est souvent des dynamiques de dominant-dominé. Fait que, tu sais, quand ils ont vécu de l'abus puis de la maltraitance, ben là, eux autres rendus à l'âge adulte, c'est soit que je me fais dominer par mon enfant ou que je suis un dominant. Fait que c'est de là souvent que les comportements agressifs aussi viennent. Tu sais, c'est toute une question de croyance puis de... C'est exactement ça. Tu mets le doigt exactement sur le bobo. Puis, tu sais, moi, on me disait tout le temps que j'avais une tête de cochon, puis que quand on me grondait, je regardais direct dans les yeux. Je n'ai mangé des claques sur le nez à cause de ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu sais, mon caractère de cochon, là, une chance que je l'avais parce que c'est ça qui m'a permis de rester debout, parce que je pense pas que je serais encore vivante aujourd'hui si j'avais pas eu, excusez-moi, là, mais cet hostie de caractère-là. Puis, il m'a servi beaucoup. Donc, je me suis assagie depuis le temps. Mais, tu sais, t'as raison, tu sais. Ce caractère-là, elle-même, elle ne devait vraiment pas le supporter chez moi, tu sais. Elle avait peur de se faire monter sa tête. C'était tellement Ça. dans la mentalité de l'époque, là, avec Ouais. la peur des enfants rois, puis oh là là, c'était terrible. Il y en avait encore dans les années 90 de ça, mais j'imagine que dans ce temps-là, c'était encore pire. Ah oui, non, c'était terrible. Terrible, terrible. J'ai payé le prix de ce caractère-là, puis autant que je l'ai haï longtemps, tu sais, aujourd'hui, je comprends que ça a été un allié aussi à certains moments. Puis, t'es passé vite fait un peu dessus, mais dans le fond, t'as été en centre jeunesse, mais t'es resté là combien de temps? Ah, je ne suis pas restée longtemps. C'est un centre de réadaptation pour adolescentes. Quand les policiers m'ont emmenée là, c'est parce qu'ils n'avaient aucune idée où m'amener, là, quand ils m'ont ramassée après ma fugue, là. Puis j'étais vraiment en détresse. Fait que je menaçais de m'enlever la vie. Fait qu'on m'a mis dans une salle d'isolement, dans une salle capitonnée. J'allais vraiment très, très, très mal, là. Honnêtement, je ne pensais pas sortir de là sur mes deux jambes, là. Et puis, j'ai été super chanceuse parce que ça s'appelle l'Étape, en fait, le centre de réadaptation. J'ai été chanceuse parce que j'ai parlé à une travailleuse sociale, puis je lui ai dit vraiment comment je me sentais, puis comment je ne pouvais plus supporter la violence que je vivais, là. Que j'avais juste envie d'arrêter tout ça, là, puis tout. Et puis, je lui ai demandé si elle acceptait d'appeler Rosemée pour voir si elle accepterait de me reprendre. Et puis, elle a été vraiment gentille parce qu'elle a appelé Rosemée. Et puis, Rosemée, elle a dit, ben oui, je m'en souviens de la petite Nancy. Elle était super gentille. Ramène-moi là, je vais en prendre soin. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée une deuxième fois chez Rosemée. Mais Rosemée, tu sais, je la revois encore là, avec ses deux mains, ses hanches quand elle m'a accueillie. Puis elle m'a dit, ouais, comme ça, ma grande brune, tu t'ennuyais de moi? Ben, pas sûr si je m'ennuyais de toi, mais je suis vraiment contente de te revoir, tu sais, puis que tu aies accepté que je revienne chez toi. Et puis Rosemée, c'était pas une femme qui victimisait, c'était une femme qui te disait les choses comme elles étaient. C'était pas toujours facile. Elle m'a brassé beaucoup, mais elle m'a dit, garde,
là, tu as 15 ans, il n'y a pas personne qui va prendre soin de toi à part toi-même. C'est plate, là. T'en as pas de parents. Ta mère, elle ne va pas t'aimer, là. Elle t'a pas jamais aimé, elle ne va pas commencer à t'aimer, là. Donc, toi, tu vas faire quoi pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis, on a eu de grandes discussions. Puis, je lui disais que, tu sais, j'allais de moins en moins bien, puis j'avais commencé à fréquenter des gens qui n'étaient vraiment pas recommandables, puis je m'en allais pas dans la bonne voie. Pourtant, j'étais une fille très sportive qui réussissait vraiment bien dans le sport, mais là, j'avais pris une tangente qui était dangereuse. Puis, elle m'a dit, ben va-t'en. OK. Elle dit, ben va-t'en. Pack tes affaires, va-t'en. Trouve-toi, change de région, coupe-toi de tout ce qui est négatif autour de toi, amis, famille, puis va rebâtir ta vie. Ah, c'est simple de même, là, à 15 ans, là, tu sais. Fait que, mais je l'ai écouté, puis j'ai pacté toutes mes affaires. On a négocié ça, toi, je sais pas comment. Tu sais, encore aujourd'hui, je pense à ça, ça avait aucun bon sens, là. J'ai pacté mes affaires, j'avais pas grand-chose, j'avais 2 sacs, puis je suis déménagée toute seule à Repentigny. Et je suis allée m'inscrire, j'avais coulé plusieurs cours en secondaire 4, je suis allée m'inscrire toute seule à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. Je me revois au secrétariat, je leur dis, je m'en viens m'inscrire à l'école. Puis là, tes parents sont où? Non, non, j'ai pas de parents, je suis toute seule. Puis là, je me suis inscrite. Puis j'avais trouvé une chambre chez un avocat, en fait, un monsieur, qui avait une chambre à louer dans son sous-sol. J'ai habité là. Et puis j'ai recommencé à jouer au basket. Je suis allée à l'école. Puis ça m'a fait effectivement, Rose Aimée avait raison, là, parce que ça m'a fait vraiment du bien d'être coupée de tout ce négatif-là qui risquait d'avoir ma peau, en fait. Donc, ça m'a vraiment aidée. Et je suis devenue autonome bien rapidement. Là, j'ai commencé à travailler au McDo. J'allais à l'école, jouer au basket. Je n'avais pas beaucoup de temps pour penser. Puis, je me suis entourée de bonnes personnes aussi, à ce moment-là. Là. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis il faut dire aussi, Jean-Baptiste Meilleur, tu es vraiment tombé sur une bonne école parce que c'est l'école où j'étais quand j'étais en foyer de groupe. Puis quand je suis sortie de là, j'ai pris connaissance que c'était une des écoles publiques qui était la mieux réputée au Québec, là. Puis moi, personnellement, j'ai eu une super de belle expérience à cette école-là. Je me suis fait des amis qui étaient marginales, puis je suis zéro retombée dans la drogue. Tu sais, il y en avait qui consommaient un peu, mais c'était pas tant populaire de consommer à cette école-là, même si à mon époque, c'était quand même assez... tu sais, les jeunes qui fumaient des joints, puis qui buvaient, puis qui foxaient leur cours, c'était quand même assez présent, mais pas à Jean-Baptiste Meilleur. C'était des Non? punks sages. Moi, je ne foxais pas, en tout cas. Puis, il y avait Madame Lapointe, qui a été mon prof de français. Son frère était dans le groupe Les Bébés, là. Puis, c'est drôle, on s'est écrit il n'y a pas longtemps, parce que je parle d'elle dans mon livre. Et puis, un jour, elle m'a pris de côté, puis elle m'a dit, « Hey, toi, là, tu as vraiment un talent en communication, est-ce qu'on te l'a déjà dit? » Je suis comme, Non, je ne penserais pas. Elle a dit, je pense vraiment que, tu aurais du talent, là, tu pourrais travailler là-dedans parce que, puis elle dit, tu as un très bon français, puis à partir de là, elle m'a vraiment aidée à, à, re- à retrouver le goût d'aller à l'école. Parce que j'avais raté, je pense que l'année d'avant, j'avais raté 199 périodes de cours, là, de quoi de même, là. C'est vraiment énorme, là. Fait que j'étais sur pas mal la voie là, du décrochage. Fait que cette année-là, ça m'a vraiment raccroché. Fait que, ouais, je l'aime beaucoup, Madame Lapointe. Je pense à elle souvent, puis je suis contente de l'avoir retrouvée. Et puis, finalement, il me restait juste à terminer mon secondaire 5, mais à Jean-Baptiste Meilleur, j'avais des cours de secondaire 4, ceux que j'avais échoués, puis j'avais des cours de secondaire 5. Donc, la dernière année, il me restait juste quelques cours à terminer. J'ai comme terminé mon secondaire 5 presque à temps partiel, là. J'ai fini les cours qui me restaient. J'ai réussi à avoir quand même d'assez bonnes notes pour pouvoir m'inscrire au cégep. Fait que ça m'a redonné un air d'aller, là. Et qu'après ça, tu t'es inscrit direct au cégep quand tu as fini ton secondaire 5. Je me suis inscrite au cégep. Ça allait quand même bien au début.
Puis à un moment donné, ça a commencé à déraper complètement, là. C'est ça. Mais tu n'étais pas en journalisme au début. Non, j'étais pas en T'étais journalisme. Oh non, j'étais en sciences humaines, profil psychologie, je pense. Profil individu, je me souviens plus trop. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, quand t'es pas solide, tu sais, j'étais pas solide, j'allais pas bien. J'avais beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'instabilité. J'avais aucune estime de moi-même. C'est le moment où même j'ai fait une grosse dépression, puis je suis rentrée à l'hôpital. Les autres, ils m'ont demandé si j'étais anorexique parce que j'avais juste la peau puis les os. Puis je me souviens que j'avais dit au médecin, non, c'est juste que mon corps, il ne veut plus manger. J'étais incapable de me nourrir. J'allais tellement pas bien, là. Dès que j'essayais de manger, ça ressortait tout de suite. Donc, lui, je me souviens que cette nuit-là, il m'a dit, ben, je vais te donner quelque chose, je vais te piquer dans la fesse, puis ça endort un éléphant. Fait on va se revoir demain. Puis là, il m'a piqué. Puis, genre 3 heures plus tard, il m'a vu marcher dans l'urgence. Puis là, il m'a dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cette petite fille-là. Là. Il y a vraiment ça marche pas, là. Quelque chose de biologique, là, Oui, vraiment. oui, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Fait qu'il m'a référé à l'hôpital Pierre-Janet à Gatineau, qui est un hôpital pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui est spécialisé là-dedans, des problèmes de santé mentale de toutes sortes, là. Puis j'ai commencé à voir un psychiatre, puis je lui disais Ah, moi, je suis bipolaire, monsieur le psychiatre. Puis là, il m'avait dit Mais attendez, là, avez-vous été diagnostiqué, vous? Je comprends pas trop, là. J'ai dit, non, non, mais ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais une bipolaire. Il dit, ouais, mais votre mère, es-tu psychiatre? Elle a-tu les diplômes pour pouvoir faire un diagnostic aussi grave? Je dis, ben, je pense pas, mais elle m'a toujours dit ça, là. Fait que moi, j'ai toujours pensé que je l'étais. Fait qu'il m'a dit, ben, on va vous évaluer comme il faut. OK, ici, là, on va prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec vous. Je suis allée là pendant plusieurs semaines. J'ai été évaluée, ça m'a fait du bien. On m'a donné des antidépresseurs. Tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à monter la pente. Puis finalement, ben, j'ai su que je n'étais pas bipolaire. J'en ris aujourd'hui parce que, tu sais, quand une personne que t'aimes te dit des choses comme ça constamment, tu sais, Ça rentre dans la tête, ça ça reste. rentre dans la tête, tu sais, encore ma dernière thérapie, j'avais dit, j'ai dit à mon psychologue, là, c'est sûr, hein, que je ne le suis pas. Là, fait que ça a été mon premier moment où là, j'ai vraiment sombré, j'ai arrêté le cégep, j'ai décroché jusqu'à 23 ans, où je me suis inscrite en journalisme finalement et que je suis devenue un peu plus tard journaliste. Mais son histoire de bipolaire, d'où est-ce que tu penses qu'elle a pris ça? Ma grand-mère paternelle, on a toujours soupçonné qu'elle était bipolaire. Ma grand-mère, donc la mère de mon père, elle était souvent internée. Elle prenait beaucoup, beaucoup de médicaments, une histoire de vie aussi très difficile. Et moi, j'avais peur d'elle quand j'étais petite. Puis ma mère me disait toujours, tu sais, toi, plus tard, tu vas être pareil comme grand-maman Noëlla. Tu vas être folle comme elle. Fait que, tu sais, puis j'avais peur parce ma grand-mère me faisait vraiment peur. Tu sais, quand tu es un enfant, tu ne comprends pas c'est quoi la maladie mentale. Elle avait des comportements assez particuliers. Je pense à toi, grand-maman Noëlla, là, je t'aime beaucoup. Je ne suis vraiment pas dans le jugement. Elle a tellement une vie difficile, mais quand tu es petit, tu ne comprends pas ça. Euh, donc, c'est juste que moi, j'avais intégré que j'allais être comme ma grand-mère plus tard. Donc, j'avais peur de ça, en fait. Vraiment, la peur au ventre. Et chaque fois que je faisais des crises, elle me disait ça. Là, ah, toi, c'est ça, tu vas être pareil comme elle. Donc, ça a été ma première comme thérapie. Là. Première fois vraiment qu'on me tendait la main, puis j'en avais vraiment besoin. J'en ai eu quelques autres là, thérapies après là, qui ont été plus que nécessaires. Là. J'ai fait 2 tentatives de suicide, puis j'ai eu des moments là, très sombres, même quand j'étais journaliste, une journaliste établie.
Quand je travaillais à Salut Bonjour, là, une fois ou deux, j'ai passé proche là, de m'enlever la vie. Puis là, je suis allée en grande thérapie aussi à ce moment-là. Puis je te dirais, ça fait peut-être là, aujourd'hui 8-9 ans là, que j'ai plus aucune pensée noire. Là. Ça, c'est une grande victoire pour moi. Là. Je suis vraiment contente. Je suis super bien dans ma peau. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ça. Là. Beaucoup, beaucoup de... C'est fou. T'sais. C'est pour ça que, des fois, quand j'entends les jeunes me parler de leur parcours puis les ex-placés, là, je pleure tellement de... C'est même pas juste de la tristesse. C'est de l'incompréhension, c'est de la colère. Parce que je me dis que si moi, dans mon parcours, j'ai quand même été chanceuse, j'ai souffert autant, ça me perturbe parce que j'ose pas imaginer la souffrance de ces jeunes-là. Ça doit être insoutenable. Mais si toi, tu ne l'as jamais vécu, cette souffrance-là, dans tes tripes, là, comment tu fais pour la comprendre? Tu sais, j'ose pas imaginer un instant. Puis quand ils osent exprimer leur souffrance puis leur colère avec raison, bien, on les écrase. Puis on leur fait des mesures de contention. Puis on les envoie en isolement. On va juste t'écraser encore plus, puis on va te faire encore plus mal, puis on va te blesser encore plus. Ça, là, ça vient me chercher dans les tripes complètement. Le feeling que j'ai de ça, c'est que tu ne veux pas, étant dans des familles dysfonctionnelles, quand on arrive pour interagir avec les institutions, le réflexe de reproduire ce qu'on vit à la maison puis d'essayer d'exprimer nos besoins en gueulant prend le dessus. Mais le problème, c'est que quand tu es face aux professionnels de la santé, tout de suite, ils vont te catégoriser bon patient, mauvais patient. Est-ce qu'il va collaborer? Est-ce qu'il ne collaborera pas? Parce qu'ils ont vécu tellement de situations que ça a débordé puis que ça a fini en violence physique avec des codes blancs que, tu sais, veux pas, je pense qu'eux autres aussi sont super traumatisés par ce qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est juste qu'ils n'en parlent pas, fait que ça ressort comme ça de je me protège du jeune parce que j'ai peur qu'il m'agresse, fait que tout de suite, on nous met en isolement, en contention, etc. Je me pose beaucoup de questions parce que j'ai lu récemment, si on parle juste des mesures d'isolement, il disait que ça fait autant souffrir les éducateurs que les enfants, en fait. Il n'y a pas un intervenant, un éducateur qui va rentrer chez lui le soir et qui va être heureux d'avoir fait des contentions durant sa journée, d'aller mener des enfants en isolement. C'est violent des deux côtés. Fait que tu as raison, ils ont peur. Mais est-ce que nous, on les met en position d'échec? Ces gens-là qui essaient de travailler avec tout leur cœur. Quand on met 10 jeunes, 12 jeunes qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, qui tombent en ruine par ailleurs, parce qu'ils vivent dans des conditions de vie qui n'ont pas d'allure. Ou qui sont empilés dans des gymnases parce qu'ils n'ont plus d'unité à leur offrir. Aussi, pas de douche, pas de toilette. Ben oui, tu sais, pourquoi? Hein? On les a sortis d'un milieu inadéquat, mais on va les faire coucher dans un gymnase, ça fait plein de sens. Ils ont connu pire de toute façon. Fait qu'ils ils vont accepter ce qu'on leur donne. Hein, voyons, c'est mieux que où ce qui était. Est-ce qu'on ne les met pas en position d'échec? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre 10, 12 enfants qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, les filles, ensemble? Qu'est-ce que ça donne comme condition de vie? Qu'est-ce que ça donne comme condition de travail? Tout le monde est perdant. Tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas offrir des milieux de vie plus sains pour ces jeunes-là? Puis quand un éducateur part en isolement avec un enfant, puis qu'il sait qu'il laisse ses collègues avec 11 autres enfants, qu'il y en a 3 qui sont sur le bord de péter leur coche, là, puis là, il est pressé. Là. Il est pressé, il faut qu'il se dépêche. Il n'a pas le temps de finir son intervention. Là. Il faut qu'il retourne au plus vite s'occuper des autres. Là. Il n'a pas fini son intervention avec l'enfant qui souffre. Il le laisse tout seul, en isolement. C'est la pire chose qu'on peut faire vivre à un enfant qui est en détresse. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est comme pratique. Il faut qu'on arrête de mettre les intervenants en position d'échec
Parce qu'automatiquement, on met les enfants, les adolescents en position d'échec. Tu comprends? Puis, je suis allée passer une journée à l'organisme La Rue des Femmes. Puis, sa fondatrice, elle m'a raconté une anecdote. Elle a une approche beaucoup sur guérir l'être humain. Tu sais. On ne peut pas aider une itinérante si on ne soigne pas ses blessures avant, si on ne la soigne pas. Donc, c'est un peu ça qu'on fait avec les enfants aussi. On ne les soigne pas. Donc, comment on peut arriver à les aider? Tant qu'on ne les soignera pas, on ne pourra pas les sortir de là. Donc, elle me racontait qu'il y a une femme, elle s'appelait Madame Toutou, puis ça faisait, mon Dieu, 20 ans qu'elle se promenait à Montréal avec son gros carrosse de Toutou, puis tout le monde la connaissait, Madame Toutou, puis elle est arrivée là à un moment donné, puis elle allait vraiment pas bien. Et puis, ils se sont battus pour qu'elle soit admise à l'hôpital puis qu'elle soit traitée. Eh bien, Madame Toutou, elle a passé des mois là, puis on l'a soignée. Elle a reçu la médication dont elle avait besoin. Elle est sortie de l'hôpital, c'était une femme transformée. Aujourd'hui, elle a son appartement, elle a renoué avec sa famille, elle a renoué avec ses enfants. Elle est bien. Elle dit, parce on était les premiers, pouvez-vous croire, en 20 ans, à comprendre qu'il fallait qu'on la soigne, cette femme-là, pour la sortir de la rue. Donc, ça m'a vraiment interpellée, puis je me suis dit, mais c'est ça, les enfants, il faut qu'on soigne les enfants. Tu sais, quand même qu'on va punir leur mauvais comportement encore et encore et encore, si on ne soigne pas leurs blessures, si on ne leur apporte pas les soins dont ils ont besoin, ben on ne pourra pas. On pourra pas les sortir de là. On ne pourra pas les aider. Donc, c'est des pratiques plus humaines. Puis, tu sais, ce matin, je lisais là, mon journal, puis je voyais qu'on avait construit un stade à la haute pointe de la technologie, un stade de soccer intérieur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au coût de 26 millions de dollars. On a assez d'argent en tant que société pour payer un beau gros stade de soccer flambant neuf, mais on n'a pas d'argent pour offrir des milieux de vie à nos enfants les plus vulnérables, des milieux de vie adéquats pour nos enfants les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, à propos de nous? Mais tu sais, moi, je fais souvent, puis j'aime pas faire de comparaison, là, mais je pense que j'ai Moi pas le non plus, choix mais... de la faire, là. Mais pendant la pandémie, on l'a vu, l'hécatombe avec les CHSLD. Tu sais, qui en a parlé? Qui est sorti? Les journalistes, mais aussi il y avait l'entourage, il y avait la famille, des gens qui étaient placés dans ces CHSLD-là. Puis les gens qui vivaient dans les CHSLD, du moment qu'ils étaient semi-autonomes ou capables de s'exprimer, pouvaient eux aussi le dénoncer, ces mauvais traitements-là. Si on fait le parallèle avec la protection de la jeunesse, bien, la famille, souvent, n'est pas tout le temps impliquée. Souvent, malheureusement, est absente. Puis, pendant la pandémie, a complètement été interdit pendant plus de 2 mois de contact avec les jeunes. Puis là, les jeunes, eux, parce qu'ils sont mineurs, n'ont pas le droit de s'identifier publiquement, ils n'ont pas le droit de prendre parole dans les médias, puis de s'identifier et tout. Donc, au final, qui va prendre la parole pour défendre ces jeunes-là qui vivent dans des conditions de vie qui sont exécrables, autant sinon plus que les CHSLD? Puis c'est là que j'aime pas la comparaison parce que c'est difficile à mesurer, mais je veux dire, c'est les deux des milieux de vie qui sont des endroits où on empile des corps, hein, comme Jade, elle aime bien le dire. C'est des endroits où on empile des corps, puis qui sont désuets, qui datent de plusieurs années, qui sont remplis souvent de moisissures, des problèmes de tuyauterie, pas d'eau chaude, du plomb dans la tuyauterie, etc., etc. Puis tu te dis, OK, on a été vraiment choqués, puis c'est terrible. Là. Je suis pas en train de banaliser ce qui est arrivé dans le CHSLD. Là. Je fais attention là, comment que je veux emmener la chose, mais on était terriblement choqués d'apprendre ce qui s'était passé dans ces milieux-là. Mais je me dis tout le temps, mais les conséquences sociales
pour moi, sont très graves quand on parle de jeunes parce que on va les avoir dans notre société pour plusieurs années encore. Tandis que malheureusement, les personnes âgées, c'est malheureux ce qui leur arrive, mais ils sont quand même en fin de vie. Donc, au niveau de l'impact à long terme, on va moins le sentir en tant que société. Mais si on perpétue toujours des maltraitances institutionnelles comme ça, de génération en génération, on finira juste jamais, là. Qui va prendre soin de nos personnes qui sont dans le besoin si toute notre jeunesse va pas bien? On a besoin de relève, on a besoin de gens, puis de croire en eux. Puis tu sais, tu parlais tantôt justement de l'organisme de la rue des femmes qui ont aidé les femmes à guérir. Ma mère me parle souvent en Afrique, un homme qui s'appelle Grégoire qui a parti aussi une mission en santé mentale. Puis c'est complètement différent, puis je vous emmène ailleurs, mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale en Afrique, dans le pays du Bénin où ça se trouve, attachent littéralement les gens avec des chaînes à des arbres dans le désert, tu sais, dans la nature, dans les villes, devant. Ils les attachent à l'extérieur à des troncs d'arbres. Puis ce monsieur-là va détacher les gens de leurs chaînes, les amène dans son centre et fait juste croire en cette personne-là, croire en ses capacités, croire en elle, la guérir, puis lui offrir des opportunités de s'épanouir, puis l'emmène à devenir une personne, un citoyen. Puis je me dis, c'est ça que les jeunes ont besoin. On a juste besoin de les détacher de leur chaîne. Puis c'est un peu aussi notre logo du podcast avec les chaînes, où que la chaîne se casse pour se dire, on se dégage de nos chaînes, pour se dire, enfin, on est libre, on s'épanouit, on vole de nos propres ailes. Le logo aussi du collectif des Explacés, qui est un phénix qui dit, on prend notre envol, on s'épanouit, on est libre maintenant de devenir qui on veut, mais tu sais, il faut, c'est ça, briser ces chaînes-là aussi de tout ce que les autres nous ont dit au fil des ans. Tu sais, l'effet golem, comme on appelle aussi en psychologie, qui, à force de se faire dire que tu es une mauvaise personne, mais tu vas peut-être finir par devenir une mauvaise personne. Mm. Mais c'est ça aussi, fait que je pense que c'est important qu'on croit en notre jeunesse puis qu'on s'intéresse à eux. Autant qu'on peut s'intéresser à n'importe quel autre groupe, en fait, mais Pour revenir un peu sur ce que tu disais, Jess, en Afrique, là, je sais qu'il y a la croyance du mauvais œil qui est fortement ancrée dans la culture, mais en même temps, ça me fait un peu penser à toute la honte qui peut être attachée à nos histoires personnelles quand on fait affaire avec la DPJ, autant notre honte à nous comme jeunes, mais autant la honte de nos parents qui font en sorte qu'ils ils vont pas dénoncer des situations parce qu'ils ont honte de ça. C'est comme moi, personnellement, c'était mon père qui pétait des méga coches. Puis ma mère, veut pas, elle avait honte de dire que mon père avait des problèmes. Fait qu'on restait avec ces problèmes-là dans la famille. Puis c'était moi le mouton noir, c'était moi le bouc émissaire. Tu sais, c'était sur moi que tout retombait parce que c'était plus facile de me faire passer pour la personne qui a besoin d'être contrôlée. Fait que, c'est toutes ces dynamiques-là qui sont difficiles à défaire. Fait que, en tout cas, je trouve que ça ressemble un peu à la croyance du mauvais œil, tu sais. Mais toi, Nancy, quand tu étais dans le système, as-tu senti que tu aurais eu besoin d'accompagnement psychologique plus poussé par rapport à tout ce que tu as vécu? Ben oui. En fait, quand j'étais dans le système, j'en ai eu aucun. Moi, la seule personne qui m'a écoutée, c'est à 15 ans. Puis c'est la travailleuse sociale au centre de réadaptation. Puis elle m'a ramenée chez Rosemée. OK, elle n'a Que pas eu moi, elle a non, pas eu les réflexes de te faire suivre par non, quelqu'un de plus non, spécialisé, là. non. Puis tu sais, j'avais quand même fait 2 tentatives de suicide à ce moment-là, là. J'étais vraiment pas forte sur mes jambes, là. Honnêtement, j'étais dans une période où ça aurait pu être très, très, très dangereux. Je pense que dans mon parcours, je le dis aussi souvent, moi, j'ai été chanceuse. Puis je m'inquiète pour ceux qui n'ont pas ma chance, tu sais, ceux qui ne tombent pas sur des roses aimées. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 adultes très significatifs dans ma vie
qui ont fait une vraie différence puis qui ont cru en moi quand moi, je ne croyais pas en moi-même. C'est Rosemée et Manon, où j'ai habité chez Manon. En fait, j'ai sorti avec son beau-fils, Manon. C'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai rencontré son beau-fils quand j'étais en secondaire 5. Et puis, elle m'a pris sous son aile. Puis encore aujourd'hui, on est très, très proches. C'est comme ma mère de cœur, là. C'est la grand-mère de ma fille. Mais, tu sais, moi, j'ai été chanceuse. T'sais. Je le sais que c'est pas tous les jeunes là, qui ont la chance de rencontrer un adulte significatif dans leur vie. Puis, tu sais, quand Jessica disait tantôt, ils vivent dans un environnement tellement hermétique qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités de rencontrer cet adulte significatif dans leur vie, qui pourrait être un ex-placé, un père aidant, qui pourrait être, tu comprends, une personne de l'extérieur des murs. Donc, la seule chose qu'ils ont, c'est, tu sais, à un moment donné, là, les éducateurs, ils ne peuvent pas être une personne significative pour tous les enfants. C'est impossible humainement parlant. Donc, il manque de ressources, il manque de cœur, il manque d'êtres humains autour d'eux. Donc, ça leur enlève beaucoup de chance, je trouve, justement, de tomber sur une personne significative. Puis, André Lebon me disait l'autre jour qu'il a rencontré 150 jeunes d'ex-placés. Puis, il leur a posé une question. Est-ce que vous retenez quelque chose de positif de votre placement en centre de réadaptation? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'avaient absolument rien retenu de positif de leur placement. Mais ceux qui avaient retenu quelque chose de positif avaient tous la même réponse, ou presque, et c'était parce qu'ils avaient rencontré une personne significative durant leur placement. Une personne qui a cru en eux, les a vraiment aidés à sortir de là, à reprendre confiance et à briser le cycle avec eux. Donc, c'est que ça. Mais si même ça, on les empêche, vous comprenez, d'avoir cette possibilité-là, on ne les aide pas. Tu sais. Ces personnes significatives-là, quelles valeurs qui t'ont transmis, qui t'ont permis de te guider dans toute ta transition à la vie adulte, tes études, ta carrière, etc. Mais Rosemée et Manon, on se ressemblent beaucoup. C'est des femmes qui t'amènent à te responsabiliser. Il n'y a pas de victimisation, là. Ça ne fonctionne pas comme ça avec elles. Avec moi, c'était vraiment du tough love. Puis je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça. Elles m'ont encadrée. En même temps, je trouve que la plus belle chose qu'elles m'ont apportée, c'est drôle ce que je vais vous dire là, mais parler, c'est facile. Tu sais, dire je t'aime, c'est facile. Mais poser des gestes, par exemple, ça, c'est pas mal plus difficile. Fait que les deux avaient ça en commun, c'est-à-dire qu'elles ne me disaient pas je t'aime, elles me le démontraient dans chacun de leurs gestes pour moi. C'est mon petit lunch à la porte tous les jours. Moi, j'avais jamais eu ça. J'ai compris c'était quoi aimer, c'était quoi prendre soin de quelqu'un. C'est dans tous les petits gestes du quotidien. C'est dans l'écoute. C'est demander à l'autre, « Hey, comment a été ta journée? As-tu aimé ta journée? » C'est con, là, mais là, savez-vous le nombre de jeunes à qui on ne demande pas cette petite phrase-là? Comment a été ton examen aujourd'hui? As-tu du plaisir avec tes amis à l'école? Quelqu'un S'intéresser à l'autre. qui te Quelqu'un qui borde te le borde. soir. Tu sais, quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu veux manger à ta fête? C'est quoi ta sorte de gâteau préféré? Je vais le cuisiner pour toi. Vous ne savez pas le nombre de fois que je suis allée me cacher pour pleurer en petite boule, là, parce que mon cœur ne comprenait pas que quelqu'un pouvait m'aimer. Des fois, c'était souffrant. Je me disais, coudonc, elle doit avoir pitié de moi. Ça se peut pas. Tu sais, tantôt, tu disais, Maggie, on va répéter les comportements qu'on a appris. Fait que si on nous a appris à être violents, si nous a appris que pour régler nos problèmes, il faut crier puis donner des baffes, bien, on va crier puis on va donner des baffes. Mais s'il n'y a pas personne pour nous apporter un modèle positif,
On ne peut pas l'apprendre tout seul. Il faut être mis en contact avec quelqu'un qui va nous apprendre c'est quoi aimer, c'est quoi avoir des bons comportements, c'est quoi prendre soin de nous, c'est quoi prendre soin des autres. Mais moi, je suis tombée sur 2 beaux modèles, puis au début, je me grattais la tête, puis je ne comprenais rien. T'sais. Mais au fil du temps, j'ai pu me dire « Hey, moi, j'ai envie d'être une Rose aimée, puis j'ai envie d'être une Manon. J'ai vraiment envie d'être comme ça, moi, dans ma vie. » Puis je les ai regardés là, faire là, mais des heures et des heures de temps. J'étais fascinée par l'amour que Manon apportait à ses enfants. Puis je me demandais, je doutais en secret que je puisse un jour être comme elle, être capable d'aimer comme elle aimait. T'sais. Puis finalement, au fil des années, ça a été long, mais je ne dis pas que je pourrais être comme elle à 100% parce qu'elle est dure à battre, là. Elle est au top. Mais j'ai eu un foutu beau modèle pour m'apprendre à aimer, par exemple. T'sais. Puis un beau modèle aussi qui m'a dit que c'était important de m'aimer moi-même. Puis ça, c'était le plus grand défi dans ma vie. C'était d'apprendre à m'aimer, de penser que je valais quelque chose en vie. Puis ça, c'était un gros, gros, gros step, là. J'ai encore des petites rechutes des fois, là. D'après moi, je vais en avoir pour toujours, comme tout le monde, des rechutes. Mais ça finit par passer. C'est d'un autre côté, moi, j'ai été un peu l'inverse de toi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'en avais des gestes, des routines qui montraient qu'on m'aimait, mais plus que je vieillissais dans ma famille biologique, plus que ces gestes-là s'effaçaient, puis que les je t'aime arrivaient. Puis ça, là, il n'y a rien de plus fâchant que ça, que ce que tu peux vivre quand tu es adolescent. Tes parents, ils te laissent aller, ils te laissent faire, ils veulent pas gérer, ils veulent pas dealer avec toi, ou ils sont agressifs. Puis après ça, un coup qu'ils ont été agressifs, ils viennent te voir dans ta chambre pendant que tu pleures et ils te disent je t'aime. Il n'y a rien de plus aliénant que ça. C'est épouvantable. C'est débile. Ça m'a tellement joué dans la tête pendant longtemps parce que ça te fait croire là, que, encore une fois, c'est toi le problème. Moi, je t'aime, puis toi, t'es fâché, puis toi, tu pleures, puis toi, tu... On te rend coupable de ressentir de la colère, puis de la tristesse, puis de... C'est ça. Je sais pas si c'est une façon de cacher ou d'effacer leur culpabilité. Ils savaient bien trop qu'ils n'étaient pas corrects. T'sais. Je crois que oui. C'est super malsain pour l'enfant au lieu de s'excuser sincèrement. Là. Ça, c'est une chose que j'ai pas peur de faire avec ma fille, de m'excuser, parce que moi, on ne s'est jamais excusé. Même après les grosses volées, là, moi, ça ne s'excusait pas. Fait que, quand je monte le ton puis je perds patience, quand je vois que j'ai pas eu un bon comportement, j'ai pas peur de m'excuser puis de dire que je m'excuse. Maman n'aurait pas dû crier, j'ai perdu patience, puis j'avais pas raison de perdre patience. Fait que maman va essayer de faire plus attention à l'avenir, de mieux contrôler ses émotions. T'sais. C'est ça. Je pense que c'est humain de perdre les pédales de temps en temps, mais d'être capable de se rattraper. T'sais, être parent, c'est un privilège. C'est un gros privilège qui vient avec de grandes responsabilités. Puis une des responsabilités, ben, c'est aller chercher de l'aide dont on a besoin quand on n'est pas capable d'être un parent adéquat. Aller chercher des outils, ajouter des outils à son coffre d'outils. Si là, tu n'as presque pas d'outils dans ton coffre, là, c'est sûr que ça va être très difficile. Mais moi, j'y crois que c'est possible d'en ajouter des outils. Tu sais, il ne faut pas avoir honte, puis il faut aller chercher l'aide dont on a besoin. Après, tu sais, est-ce que l'aide qu'on veut chercher est disponible? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que présentement, c'est pas le cas partout. Puis il y a des grandes disparités selon les régions. Puis aussi, en fonction, est-ce que tu es un papa ou tu es une maman? Parce que là, on peut parler de parentalité au sens large, mais il y a beaucoup moins de services qui sont offerts aux pères aussi, je crois. Là. Oui. Il y a une valorisation de la paternité qui doit être faite aussi en général au Québec, puis des politiques familiales aussi qui doivent être mises en place pour sortir nos familles de la pauvreté, parce qu'on on se le cachera pas, là, quand tu dois avoir 2, 3 boulots pour arriver, puis tu arrives à la maison, tu es fatigué, ça peut arriver là, que tu perdes plus patience, puis que tu aies plus de difficultés à gérer ta journée là, avec les enfants qui ont besoin, eux, d'avoir de l'énergie à dépenser. On le sait, on est les mamans toutes les deux, puis
ça en prend de l'énergie. Fait que, tu sais, si tu t'épuises au travail, ben après, tu sais, c'est ça, les parents, ils ont besoin de services, ils ont besoin de répit, ils ont besoin d'avoir un entourage. Tu sais, il faut Ouais. tout un village pour élever un enfant, mais c'est ça, tu sais, il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Tu sais, si ton voisin, tu vois qu'il va pas bien, ben, offre-lui de l'aide, tu sais, offre-lui un petit plat pour souper, je sais pas, ça va peut-être lui faire plaisir. Tu sais, un souper de moins à faire, c'est déjà quelque Ben, tu as chose. tellement raison, tu sais. De voir qu'il y a une maman monoparentale sur ta rue, là, qui en arrache, Mm. là. Avec l'inflation en ce moment, est-ce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de mamans monoparentales qui sont dans une situation précaire? Ça aussi, c'est inquiétant. Mais c'est quoi de se revirer de bord puis d'aller la voir pour lui demander si elle a besoin d'un coup de main? Mm. Tu sais, je vais aller te faire une petite épicerie une fois de temps en temps, là. Je vais t'aider, là, parce que moi, je peux, tu sais. On a perdu ça aussi, cette notion d'entraide qui est tellement importante. Puis, tu sais, je suis allée au tribunal pour l'écriture de mon livre, puis je suis allée en chambre de la jeunesse, puis il y avait un dossier d'un petit garçon de 10 ans qui a eu des signalements à l'école parce qu'il allait à l'école une journée sur deux. Sa mère, elle ne se levait pas le matin. Elle ne le préparait pas pour qu'il puisse aller à l'école. Il ne savait même plus, il était trop en quelle année, le petit bonhomme, tu sais. Puis quand il est venu témoigner à l'avant, lui, il avait aussi un petit frère de 3 ans, puis il disait qu'il avait vraiment de la peine parce que son frère avait besoin de lui, il avait besoin qu'il s'en occupe. Puis ça lui faisait bien de la peine de s'en aller, tu sais, puisqu'on se dirigeait vers un placement. Puis le petit bonhomme, je l'ai trouvé bien courageux. Puis sa mère est venue prendre la parole, puis elle pleurait. Puis elle disait, tu sais, moi, depuis plusieurs mois, j'ai des gros problèmes d'insomnie, j'ai des problèmes d'anxiété, je me suis complètement désorganisée, je ne vais pas bien. Fait que par amour pour mon fils, je vais le laisser être placé parce que c'est mieux pour lui. Parce qu'en ce moment, je ne vais pas bien et je ne suis pas capable de m'occuper de lui. Puis moi, j'avais juste envie de me lever dans la salle d'audience et aller la prendre dans mes bras. Puis de lui dire que je suis désolée qu'on ne soit pas capable de lui venir en aide. Puis je suis sûre qu'elle est une bonne maman. C'est juste qu'elle ne va pas bien et on n'a pas de service pour elle. On n'est pas capable de venir en renfort. Qu'est-ce qu'on fait? On place son enfant. On déracine son enfant. Pendant 1 an, on l'envoie en famille d'accueil. Ça m'a vraiment chagrinée, Jessica, honnêtement. Parce que je ne peux pas croire qu'on ne peut pas venir en aide à cette maman-là puis éviter un placement. Tu sais, ce serait tellement plus simple si on était capable de faire ça, de l'aider à obtenir, il y a des raisons, là, tu sais, est-ce que c'est l'aider à obtenir des rendez-vous médicaux, obtenir un suivi médical, obtenir un suivi psychologique, du renfort à la maison, tu sais, faire appel aux organismes autour de chez elle pour lui venir en aide, est-ce que c'est venir faire un peu de popote pour elle, tu sais, Un crime! Un filet filet de sécurité, social, c'est tu ça? sais. Non, on va juste te l'enlever, puis il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper jusqu'à ce qu'un jour, miraculeusement, on te vienne en aide, tu sais, puis que tu retombes sur tes pieds, tu sais. J'espère que ça va lui arriver, puis je pense tout le temps à elle, tu sais. Mais cette maman-là, pour moi, il y en a plein de personnes comme ça, tu sais. Puis tu l'as dit, il faut des politiques familiales. Tu as tellement raison. Il faut investir dans nos familles. C'est urgent, c'est important. Faut injecter de l'argent dans nos familles. C'est tellement important. On aura beau faire là, plein d'affaires, mais à la base, si on ne va pas aider nos familles là, vulnérables, ben, on ne pourra pas y arriver. Tu le sais, là, les foyers de groupe, les centres de réadaptation débordent, manque de familles d'accueil, on ne sait plus où mettre les enfants. En Mauricie, on les met dans des camps de jour, dans des chalets, puis pas adaptés du tout. T'sais, on parle d'ouvrir des foyers pour petits poupons parce qu'on ne sait plus où mettre les bébés. On a même ouvert un vieux CHSLD au Saguenay pour mettre des jeunes. On en a mis dans des hôtels dans les Laurentides. Oui, oui, oui. Oui, il y a 5 enquêtes présentement. Si on agissait en amont, pourrait tellement prévenir de situations puis éviter beaucoup de souffrance aux enfants. Mais le pire, c'est que je me souviens que dans les années 90, le CLSC, là, ça fonctionnait quand même bien. Des années 2000, début 2000 aussi, j'ai eu des bons services. Qu'est-ce Mm. qui s'est passé dans les années 2010 pour que ça foire?
C'est Barrette, sa ça que j'ai de la réforme, misère. Mais c'est la ça que j'ai de la réforme misère à Barrette. comprendre. Qu'est-ce qu'il a pu faire que là, mais je pense, c'est-tu quand ils ont créé les GMF? Hmm. Ben, je pense que c'est un cumul aussi de plusieurs petites choses, là. Mais tu sais, il y a aussi Mhm. les motifs de compromission qui ont évolué au fil du temps aussi. Tu sais, au Québec, on est la seule province à avoir trouble de comportement là, dans les motifs de compromission. Tu sais, c'est tout dire aussi sur le contrôle qu'on a envers nos populations, tu sais, mais tu sais, comme tu disais tantôt, un jeune pour absentéisme scolaire, mais attends, là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi qu'il va pas à l'école? C'est-tu vraiment le motif de compromission de l'absence scolaire? Tu sais, souvent, au fil de l'évaluation, oh, le motif de compromission va changer parce que tu te dis, ah, mais finalement, c'était pas ça, c'était de la négligence, tu sais, éducative qui vient d'une négligence parentale, tu sais, fait qu'il faut mieux comprendre nos familles puis arrêter de les juger puis de les accompagner, mais tu sais, on arrive avec nos gros sabots puis on a plus de pouvoir que la police, fait que ça aide pas, Mais c'est certain. c'est comme si les intervenants manquaient de curiosité ou de temps. Mais j'ai de la misère à croire que le monde manque de curiosité à ce point-là. Moi, je pense que c'est de temps, d'expérience, de connaissances. Et ce que j'ai vu beaucoup aussi dans les derniers mois, c'est il y a tellement de jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec très, très peu d'expérience. Puis c'est pas leur faute, là, ils ont plein de bonne volonté, mais que ce soit à la réception des signalements, à l'évaluation des signalements, au suivi des enfants en famille d'accueil, j'entends des histoires, mais épouvantables. Dans les unités où il y a les cas les plus graves de maltraitance en ce moment, c'est beaucoup de recrues. J'ai rencontré plein de très jeunes femmes, là, 22, 23, 24 ans, dans des unités tough, les filles, là. À l'époque, c'était que les personnes d'expérience qui travaillaient là. C'était impossible de mettre des recrues dans ces unités-là. Maintenant, c'est rempli de recrues. Puis, tu sais, André Lebon me disait à l'époque, la DPJ, c'était l'élite qui se dirigeait vers la DPJ. L'élite de la profession. C'était très valorisant. On me disait qu'il y avait toujours un mentor pour les jeunes qui arrivaient. Et on avait le temps de bien les accompagner, de bien les former. Ça n'existe plus, là, c'est fini. Hein? Il n'y en a plus de mentorat. Là. C'est organise-toi, bonne chance. Puis, ils ont une personne, il y a une éducatrice qui est là depuis 2 ans, je pense. Elle me disait qu'elle n'a eu aucune formation en 2 ans. Et elle me disait que la personne qui est là pour l'aider avec comment aider un jeune à évoluer, là, tu sais. Puis, elle est supposée de rencontrer cette personne-là à chaque 2 semaines pour voir si elle fait la bonne affaire. Mais elle me disait que la personne n'a jamais le temps. Elle est trop débordée. Elle n'a pas le temps de l'appuyer. Donc, elle fait de son mieux, mais elle ne sait pas si elle fait la bonne affaire pour le jeune. Elle est pas mal convaincue qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire ou qu'elle ne fait pas de la bonne façon. Qu'on la place en situation d'échec. Je ne serais pas surprise qu'elle décide de s'en aller dans un an. Mais cette jeune femme-là avait probablement beaucoup de potentiel, mais on l'a mis en situation d'échec. Puis, ça place le jeune aussi en situation d'échec. C'est vraiment inquiétant. Donc, je ne sais pas, c'est tellement intense, il y a tellement de problèmes, puis ça semble comme être une montagne. Je ne sais pas comment on va faire pour se sortir de ça, parce qu'on n'est pas prêt à ramener des gens travailler dans le système, là, Jessica, on va se dire les vraies affaires, là. Je ne Non. sais pas comment on va faire pour les convaincre de revenir. Moi, ça m'avait vraiment marqué parce que dans mon parcours en psychoéducation, j'ai eu un professeur qui s'appelle Steve Geoffrion à l'Université de Montréal, qui a travaillé longtemps en protection de la jeunesse, puis maintenant il se spécialise au niveau des premiers soins psychologiques, au niveau de l'épuisement professionnel aussi, puis euh, comment ça que les intervenants tombent autant en fatigue de compassion ou en stress post-traumatique. Puis ça m'avait choqué, là, les résultats de sa recherche parce que ça montrait, les pourcentages étaient très, très, très élevés. D'intervenants qui travaillaient et qui étaient en stress post-traumatique ou en fatigue de compassion
au moment où ils étaient en poste, parce qu'ils ne prennent pas de congé pour prendre soin de eux, parce que, bon, souvent aussi, ils vivent l'anxiété avec les dossiers. Des fois, tu sais pas comment ça va se terminer. Puis bon, il y en a beaucoup là, qui ont eu quand même des histoires assez épouvantables aussi. Fait que de se relever de ça, c'est très difficile. Fait que ce qu'il disait aussi dans ces résultats-là, c'est que veux pas, quand tu vis du stress au travail ou que tu te sens pas accompli, que tu peux pas non plus tu sais, développer ton pouvoir d'agir pour faire changer des choses ou du moins ne pas être en épuisement professionnel, mais c'est que tu vis du stress au travail, puis ça, ben, ça a un impact sur les décisions que tu prends. Puis qui paye pour ça? Ben, c'est les jeunes. Puis les intervenants, évidemment, qui sont pas heureux là, dans le travail, puis qui sont pas confortables, mais c'est les jeunes qui payent pour ça, les mauvaises décisions. Puis tu sais, on est fatigué, on n'a pas le temps, comme tu disais tantôt. Ben, ah ouais, la contention, parce que souvent, c'est ça qu'on a le temps de faire. Puis, tu sais, on parlait tantôt d'aller border les jeunes. Moi, quand j'ai fait mes stages en centre jeunesse, je faisais ma tournée de chambre. Le soir, bonne nuit, merci pour ta journée. Ça n'a pas toujours été facile, mais merci, tu sais. Puis demain est un autre jour. Puis on m'a dit non, tu peux pas faire ça, là. Parce que nous, on n'a pas le temps. Puis là, si tu fais ça, ben ça va amener une habitude. Puis nous, on peut pas le continuer. Puis, je dis, mais voyons, il est où le côté humain de juste prendre le temps? Mais le temps qu'ils doivent prendre, c'est dans leur bureau à remplir des formulaires administratifs. Puis ce temps-là, ils l'ont pas à le donner avec des jeunes. Fait que c'est un changement de culture complet, mais c'est beaucoup d'enjeux. On sait juste pas par où le prendre non plus. Mais si toi, t'avais un souhait ou quelque chose que tu voudrais là, changer, ça serait quoi, Nancy? On a-tu encore une heure ou quoi? Ben, c'est vraiment un changement de culture. Je pense que ça passe par là. Puis, je pense pas que le changement de culture va se faire de façon miraculeuse à l'interne, encore moins au ministère. Je sens pas aucune volonté de se remettre en question, puis d'effectuer un vrai virage pour changer cette culture qui continue de briser beaucoup trop d'enfants. Mon espoir en ce moment, c'est de voir la mobilisation. La semaine prochaine, je m'en vais m'adresser à des milliers d'élus, des centaines d'élus de partout à travers la province. Et j'entendais Camille Bouchard dire que les élus municipaux sont ceux qui peuvent avoir un véritable impact au niveau de la maltraitance et de la qualité de vie des enfants. Parce que c'est les élus municipaux qui sont le plus proches de leur monde. Ils sont sur le terrain, ils connaissent leur famille, ils connaissent les enfants. Ils savent que le petit Thomas du rang 3, là, il ne mange pas à sa faim. Puis ils savent que la petite Evelyne, là, ben, elle ne peut pas faire de sport organisé parce que ses parents n'ont pas d'argent. Donc, eux, ils peuvent agir dans leur communauté pour mettre des choses en place. On va aider nos familles. OK, on va offrir 5 inscriptions gratuites pour que les petits garçons puissent jouer au hockey, ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc, je suis en train de me dire qu'il faut qu'on aille se chercher des alliés partout, dans tous les milieux, Jessica, si moi, je sais qu'à travers le Québec, on signe la Charte de protection de l'enfant, on met des choses en place dans les villages, dans les villes pour aider les familles, pour aider les enfants, bien peut-être qu'il va en avoir moins qui vont arriver en amont dans le système. Parce que je ne vois pas autrement. Tu le sais, là, on pense à ça constamment. Ça fait 3 ans que je pense à ça tout le temps. Puis j'ai plus confiance. Je pense pas que le système va se prendre en main lui-même. Ça, je mentirais de dire là, que je suis animée d'un espoir. Là. Donc, c'est d'aller voir les gens un par un, puis d'arriver dans l'espoir d'avoir une armée de colibris,
puis d'arriver avec des pélicans, puis qu'on force de l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on le force, qu'on passe par d'autres chemins. Parce qu'on ne va pas rentrer à l'intérieur. C'est impossible. C'est tellement hermétique. Puis c'est des gens qui n'ont aucun désir de changer quoi que ce soit puis de se remettre en question. Fait qu'espérons qu'en arrivant par derrière, on va arriver à aider les enfants d'une autre façon. Mais c'est mon grand espoir, en fait, en ce moment-là. C'est comme... Je mise tout là-dessus, all-in, là. Donc, j'espère que vous allez m'aider. Ben ça me fait penser que, tu sais, comme à Fortierville, ils ont fait la charte municipale pour la protection de l'enfance, mais c'était ça leur souhait, c'est que chaque municipalité s'approprie cette charte-là, puis l'adapte aussi en fonction de leur municipalité. Fait que ça serait merveilleux qu'il y ait un grand chantier qui se fasse autour de ça au niveau de toutes les municipalités qui se créent tous une charte. Municipale de protection de l'enfance avec des lignes directrices peut-être qui pourraient aider, mais oui, c'est un très beau souhait d'espoir. On le trouve où on peut, hein, ma chère? Parce que sinon, on devient découragé, puis triste aussi, triste pour eux. Donc, on ne peut pas perdre espoir parce que ces enfants-là, ils méritent pas qu'on perde espoir. Si nous, on perd espoir, comment veux-tu que eux aient espoir, tu sais? C'est ça, ça passe par nous. Tu sais, le changement passe par nous, mais c'est ça, je pense. Si tu aurais à t'adresser aux jeunes qui sont en train de passer au travers de la DPJ en ce moment, tu leur dirais quoi comme message d'espoir? C'est difficile. Il y a beaucoup de choses que je souhaite pour eux. En fait, ce que je souhaite, c'est qu'ils comprennent qu'ils valent quelque chose, qu'ils sont importants. Ils sont importants autant que n'importe quel enfant. Puis même s'ils sont dans un contexte où on leur fait pas toujours sentir qu'ils sont importants à tout plein de niveaux, ils sont importants, puis j'espère qu'ils vont s'accrocher. C'est pas une fatalité à être placé en famille d'accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadaptation parce que vous en êtes la preuve vivante que c'est possible de réussir. Puis en plus de ça, quand on devient adulte, ben, on peut essayer d'aider les prochains. Ouais. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut s'accrocher. Tu sais, ce que je trouve beau quand je vous regarde aller, c'est de voir que vous avez couru un marathon pour réussir à vous bâtir une vie. Puis une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée, ben, toutes les deux, vous avez fait le chemin inverse pour aller aider ceux qui ont de la misère à traverser la ligne d'arrivée. Puis ça, c'est beau en temps. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens qui s'impliquent. Puis souvent, quand je parle aux gens qui s'intéressent vraiment, là, mais pour vrai, à la réalité des enfants de la DPJ puis aux adolescents, c'est souvent des gens qui sont passés par là ou qui ont été en contact. Moi, ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas juste ceux qui sont passés par là qui s'intéressent à ces enfants. C'est pas juste à nous autres à tenir le flambeau. On a besoin que tout le monde s'intéresse à eux, que tout le monde vienne nous donner un coup de main. On a une responsabilité collective envers ces enfants-là. Toutes les mamans, tous les papas, les grands-parents, tout le monde, on a tous une responsabilité et on est tous capables d'en faire plus. J'ai aucun doute. J'espère vraiment qu'éventuellement, quand je vais parler de la réalité des jeunes, bien, que ce soit plus avec juste des gens qui sont conscientisés d'avance. Tu sais, que je puisse en parler avec des gens qui n'ont jamais été mis en contact, mais qui sont au courant de ce qu'ils vivent, puis qui s'intéressent à ce qu'ils vivent. Ça, pour moi, ce serait là, un pas énorme dans la bonne direction. Mais en tout cas, je les aime beaucoup, tu sais, ces jeunes-là. On est nombreux à les aimer beaucoup, tu sais, puis à vouloir mieux pour eux. J'espère
que notre énergie, ben, quelque part, il la ressente, tu sais. Cette énergie-là de savoir que quelque part, là, il y a des gens qui les aiment vraiment fort puis qui veulent leur bien, là, puis qui sont prêts à se battre là, tu sais, pour eux, là, pour qu'ils aillent plus puis qu'ils aillent mieux. C'est ça. Puis, tu sais, il faut dire, là, en ce moment, on est d'une drôle d'époque où est-ce qu'on est plus individuellement axé sur notre survie puis sur notre bien-être ici, là, maintenant, à cause de tout ce qui se passe depuis la COVID. Mais à chaque période tumultueuse, ça finit par remonter. C'est comme qu'on a eu la révolution tranquille. Fait que moi, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir une deuxième puis une troisième révolution tranquille. Fait que, Ah, mais Amen. moi, je l'ai dit, là, en juin, les planètes étaient alignées. On est dans un moment dans la vie, historiquement parlant, même dans les astres, il y a des planètes qui s'alignent. Il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, j'y crois qu'on va y arriver, mais faut pas qu'on s'épuise non plus. Puis c'est ça qu'on essaie d'envoyer comme message, c'est que c'est pas juste à nous de porter ça parce que on veut pas se brûler, on veut pas s'épuiser, on veut être là pour mener le combat, mais on a besoin d'alliés, tu sais. Puis c'est tout le monde qui peut contribuer à leur manière. Puis si les gens savent pas comment, ben qu'ils posent des questions, qu'ils s'intéressent, qu'ils viennent nous voir, qui aillent pas grand frère, grande sœur pour être mentor. Puis les jeunes aussi, tu sais, des fois, ils nous demandent, mais comment je peux m'impliquer? Ben, regarde dans ta communauté, qu'est-ce qui se fait? Puis on peut tout faire une différence à notre manière selon ce qu'on est capable de faire aussi. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement du mentorat pour toute une vie, ça peut être du tutorat pour l'école. Tu sais, s'il y a différentes manières d'aider. euh, D'offrir un repas à notre voisin, tu sais. Fait que je pense que c'est dans les petites choses de la vie, des fois, qu'on peut soulager temporairement les maux. Puis, Être coach de baseball, offrir des cours privés, des cours de musique, si on a un talent musical, offrir des cours de théâtre, offrir, tu sais, utiliser nos connaissances, nos talents pour le mettre au service des enfants. Quelle belle façon, tu sais. Dans une équipe, on a toujours 2, 3 petits garçons, des plus difficiles, ben, leur offrir un modèle positif, les complimenter. Chaque fois que je vois un enfant, je me donne pour mission de le complimenter. Pour de vrai, là. Je mens pas. Il y a toujours un compliment, là. Un vrai compliment. Hey, toi, tu as une belle énergie. Wow, tu t'exprimes bien. C'est le fun de parler avec toi. les On le sait valoriser pas. pour qui ils sont. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je me dis souvent, je suis peut-être la seule, moi, à le complimenter, là. Lui, ça fait peut-être des mois qu'il n'a pas entendu un compliment. Peut-être que non, peut-être qu'il est chanceux. Mais ça se peut que dans toute ma gang, je tombe sur quelques-uns qui n'en ont pas de compliments. Puis ben, je plante une petite graine, tu sais, dans leur cœur. Fait que je dis souvent aux gens, je vous mets au défi. Chaque fois que vous voyez un enfant, complimentez-le. Vous pouvez toujours trouver une qualité chez un enfant. Toujours, toujours. Fait que c'est pas grand-chose. Mais pour un enfant, ça peut vouloir dire beaucoup. ben, c'était vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. Puis je pense que ça fait un excellent mot de la fin. Fait que sur ce, on va se quitter là-dessus. Puis tiens-nous au courant de tes projets. C'est quoi déjà le titre de ton livre qui va sortir? Il s'appelle Tous courage. Et c'est en librairie à partir de... Du 5 octobre. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que le livre est publié au moment où on se parle. J'espère que ça va vous plaire. Ce n'est pas un livre qui s'adresse à une clientèle universitaire ou une clientèle comme vous qui est déjà informée, conscientisée. C'est vraiment un livre qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucune idée de ce qui se passe à la DPJ. C'est pour eux que j'ai écrit ce livre-là, mais aussi pour les jeunes parce que j'avais envie de leur donner une voix. Donc, je me suis assurée qu'ils soient très présents dans mon livre, de leur donner la parole, de parler de ce qu'ils vivent. Il y a des cas vécus
beaucoup dans le livre. Donc, j'espère encore là réussir à aller rallier des gens qu'on n'aurait peut-être pas réussi à aller chercher là, grâce à une lecture qui est quand même assez facile, assez simple. C'est ça, je croise les doigts. Parfait. On te souhaite plein de succès, puis un beau lancement, puis vraiment, on était vraiment contents de t'avoir avec nous aujourd'hui, puis peut-être qui sait pour d'autres épisodes à suivre, on le sait jamais. Toujours là pour vous autres, les filles. Merci beaucoup. C'est une superbe idée. J'adore votre podcast. Un gros merci. À bientôt.